Le droit est partout. Qu'on en ait conscience ou non, le droit rythme notre quotidien. Lorsque vous allez chercher une baguette de pain dans une boulangerie, vous passez un contrat. Vous êtes donc soumis à ce titre au droit des contrats. Lorsque vous prenez votre voiture pour aller faire les courses, vous allez devoir respecter le code de la route. Lorsque vous souhaitez voter pour les élections présidentielles, vous allez devoir respecter les règles du droit électoral. Lorsque vous achetez une super maison, vous allez devoir respecter les règles du droit immobilier. Et si vous avez besoin d'argent pour financer cet achat, la banque va vous demander une garantie. Vous allez donc devoir respecter les règles du droit du crédit et du droit des garanties. En bref, le droit rythme notre vie de tous les jours. Il est donc bien important de connaître le droit. D'ailleurs, un adage très célèbre nous dit que nul n'est censé ignorer la loi. Ainsi, par conséquent, on est soumis au droit dans notre vie de tous les jours. Mais au fond, qu'est-ce que le droit? Eh bien, le droit, ce sont des règles de conduite en société. Le droit nous donne des règles qu'il faut respecter lorsqu'on vit en société. À partir du moment où plusieurs personnes vivent ensemble, il est impératif que des règles soient posées, telle est la fonction du droit. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en plus du droit, il existe d'autres types de règles de conduite en société, comme la religion, la bienséance ou encore la morale. Le droit, la religion, la bienséance et la morale sont des règles qui ont vocation à régir les relations entre les hommes au sein d'une société. Mais ce qui distingue fondamentalement le droit de ces différentes règles de vie en société, c'est la sanction. De manière générale, on dit fréquemment que la règle de droit est coercitive. C'est-à-dire que si l'on ne respecte pas la loi, si l'on ne respecte pas le droit, on peut être sanctionné par une autorité publique. Autrement dit, si vous ne respectez pas une priorité à droite ou que vous grillez un feu rouge et que vous êtes attrapé par la police, il y a une forte chance que vous ayez une amende et un retrait de points, autrement dit que vous ayez une sanction. Par conséquent, c'est l'État qui vous sanctionne parce que vous n'avez pas respecté le droit. Ce caractère coercitif de la règle de droit est vraiment le critère essentiel de distinction par rapport aux autres règles de conduite. Prenons tout d'abord la règle de bienséance. La bienséance, ce sont toutes ces règles de courtoisie, de politesse, et lorsque vous êtes invité chez des amis, la bienséance voudrait que vous soyez à l'heure. Si vous arrivez en retard de près d'une heure sans avoir averti qui que ce soit, vous violez la bienséance. Cependant, la règle de bienséance n'est pas coercitive. Cela veut dire que, bien évidemment, la police, ou même il n'y aura aucune sanction, la police ne peut pas vous arrêter pour ce retard. Ensuite, la règle morale. La morale, c'est en gros tout ce que vous vous dites dans votre tête en disant que ça c'est bien, ça c'est mal, etc., etc. Bon. Par exemple, vous pensez que mentir à son compagnon c'est mal parce que ça rompt la confiance. Et si tous les jours vous mentez à votre conjoint, c'est que vous n'êtes pas très honnête. Eh bien, la police ne va pas venir vous arrêter, nous arrêter parce qu'on ment à notre conjoint et que c'est contraire à la morale. La police ne viendra que si l'on a violé le droit. Enfin, la même chose vaut pour la règle religieuse. La religion catholique n'admet pas le divorce. Par conséquent, si vous êtes catholique et que vous êtes divorcé, vous ne pourrez pas être inquiété par la police car vous avez bien entendu respecté la loi, vous avez respecté le droit. Par contre, c'est dans votre relation avec Dieu qui posera problème car vous aurez violé une règle religieuse, l'interdiction du divorce. Alors bien entendu, l'ensemble de ces règles de conduite sont complémentaires parfois. Ainsi, par exemple, la morale et la religion admettent que le vol c'est mal. Cet interdit posé par la morale et la religion se retrouve en droit puisque l'article 311-1 du Code pénal nous dit que le vol est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La règle de droit est donc coercitive. On dit également de cette règle de droit qu'elle est impersonnelle, générale et permanente. Tels sont les caractères de la règle de droit. Mais une question demeure. Quel est le fondement de la règle de droit? Autrement dit, le Parlement, qui a le pouvoir législatif, lorsqu'il fait la loi, fait-il ce qu'il veut? Ou doit-il au contraire respecter certains principes? Fait-il la loi comme il l'entend? En la matière, il faut distinguer deux types de conceptions fondamentales du droit, et d'ailleurs, j'ai consacré 2 vidéos distinctes à cette question. On a tout d'abord ceux qui disent que le droit doit respecter les règles du droit naturel, c'est-à-dire des règles qui existent depuis la nuit des temps, qui s'imposeraient à tous, des règles universelles, et donc qui s'imposeraient notamment à celui qui fait la loi, au Parlement. De l'autre côté, on a ce que l'on appelle le positivisme juridique. Le positivisme, pour ceux qui sont dans son courant de pensée, bon, c'est très majoritaire aujourd'hui, le seul droit qui existe, c'est le droit positif, c'est-à-dire le droit
en vigueur dans un État à un moment donné. Par exemple, aujourd'hui, le droit positif, c'est le droit qui s'applique aujourd'hui en France. Et pour les positivistes, donc pour ceux qui sont issus de ce courant de pensée, il n'y a aucune règle supérieure à ce droit-là. Le seul droit qui existe, c'est le droit positif, le droit fait par les autorités publiques. Pour ces auteurs, le droit naturel n'existe pas. D'ailleurs, l'un des grands auteurs du positivisme s'appelle Hans Kelsen, et il est à l'origine de cette théorie célèbre en droit qu'on appelle la pyramide des normes. Pour cet auteur, le droit c'est une pyramide, avec différents étages dans lesquels se trouvent les normes. Les normes, c'est la loi, la constitution, les traités, les règlements. Et dans cette pyramide des normes, la constitution se trouve au sommet de la pyramide, c'est celle qui est la plus importante des normes en France. Et en dessous, on retrouve les traités, la loi, les règlements. Et ce qui est important, c'est que selon Kelsen, chaque norme qui se trouve en dessous d'une autre norme doit la respecter. La norme inférieure doit respecter la norme qui lui est supérieure. Cela veut dire que la loi, par exemple, doit respecter la Constitution. Le Parlement, lorsqu'il fait la loi, il doit respecter les règles posées par la Constitution. Que se passe-t-il si ce n'est pas le cas? Eh bien, dans ce cas-là, la loi pourra être déclarée inconstitutionnelle dans le cadre d'un contrôle de constitutionnalité des lois. Si la loi est inconstitutionnelle, elle devra être supprimée, elle devra être abrogée. Le problème de cette pyramide, et c'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'elle a été critiquée, c'est qu'elle n'intègre pas toutes les sources du droit. En effet, il y a d'autres sources du droit que celles mentionnées dans la pyramide des normes. Le droit peut en effet se trouver dans la coutume. La coutume, en fait, c'est un usage qui est pratiqué par une partie de la population, usage qui est prolongé dans le temps et donc qui devient une coutume à force de répétition. Et en effet, on dit d'ailleurs, selon un adage très célèbre, une fois n'est pas coutume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'un usage devienne une véritable coutume, et donc du droit, il faut que cet usage soit prolongé dans le temps. Ainsi, par exemple, dans les rapports de voisinage, parfois ce sont les règles de la coutume qui s'appliquent pour déterminer la hauteur des clôtures entre deux maisons. La question de l'essence du droit pose aussi le problème de la jurisprudence. En effet, à ce sujet, il y a un grand débat pour déterminer si la jurisprudence est une source de droit ou non. Alors d'ailleurs, c'est quoi la jurisprudence? Eh bien, la jurisprudence, c'est tout simplement l'ensemble des décisions qui est rendu par les tribunaux français. Et lorsque la Cour de cassation, par exemple, rend une décision, la Cour de cassation, c'est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, eh bien, lorsque la Cour de cassation rend une telle décision, c'est de la jurisprudence. Et on se demande donc si la jurisprudence, si les décisions des juges créent du droit, car il existe en droit un principe selon lequel il y a une séparation des pouvoirs entre le législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Alors que pourtant, le pouvoir législatif, c'est normalement celui qui fait la loi. Par conséquent, le pouvoir judiciaire ne devrait pas pouvoir intervenir dans ce processus d'élaboration du droit. Mais pourtant, la jurisprudence, c'est rien d'autre que de l'interprétation du droit. Et les juges, lorsqu'ils sont face à une règle de droit obscure, ils sont obligés de juger quand même. Et donc, par conséquent, ils vont devoir interpréter cette règle de droit. Et donc, ce pouvoir d'interprétation peut parfois mener, à un pouvoir de création du droit. Mais on ne va pas rentrer dans les détails pour le moment. Enfin, la doctrine peut également être considérée comme une source du droit. La doctrine, c'est en gros tous les opinions, les avis, les points de vue des professeurs, des magistrats et des juristes. Et cette opinion, que l'on retrouve par exemple dans les revues juridiques, cette opinion est parfois suivie par le Parlement lorsqu'il va faire la loi. Et c'est donc en cela que c'est une source du droit. Maintenant, il faut parler des grandes distinctions du droit, distinctions que vous devez impérativement connaître. Tout d'abord, il existe en droit une distinction fondamentale entre le droit privé et le droit public. Le droit privé, c'est tout ce qui concerne les relations entre les particuliers. Ainsi, par exemple, fait partie du droit privé le droit des personnes, le droit des contrats, le droit du travail, le droit des successions. Ils en font partie parce qu'ils concernent les relations entre les particuliers, entre les individus. Ainsi, par exemple, le droit du travail, c'est tous les conflits entre un employeur et un salarié. Ce sont ici deux particuliers qui sont concernés. Pareillement, lorsqu'une succession s'ouvre, c'est très généralement une affaire de famille et donc une affaire de particulier. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle le droit public, où là, il s'agira de toutes les règles sur l'organisation de l'État, sur son fonctionnement, mais aussi sur les rapports entre l'État et les particuliers. Et fait partie du droit public, notamment le droit constitutionnel,
le droit administratif, les finances publiques, etc. etc. En droit constitutionnel, par exemple, on s'intéresse au pouvoir des différentes autorités publiques, le Parlement, le président de la République, le Premier ministre. Et ici, c'est véritablement l'organisation de l'État, parce que le président représente l'État, le Premier ministre représente l'État, c'est l'organisation de l'État qui est en jeu et non plus simplement les particuliers. Cette distinction est parfois remise en cause car il y a certaines parties du droit qu'on a du mal à placer dans l'une ou l'autre des catégories. C'est le cas du droit pénal, qu'on considère comme un droit mixte. Le droit pénal, c'est tout ce qui concerne les meurtres, le vol, l'abus de confiance, et le droit pénal fait à la fois partie du droit public et du droit privé. Du droit public, pourquoi? Parce que le droit de punir un individu, eh bien ce droit-là appartient à la société, appartient à l'État. C'est le caractère même de la règle de droit. La règle de droit est coercitive, c'est une autorité publique qui vient sanctionner. Mais le droit pénal relève aussi du droit privé, car par le droit pénal, on protège les particuliers, on protège les individus également. D'autres distinctions sont également importantes, comme la distinction entre droit subjectif et droit objectif, mais je ne vais pas y revenir car une vidéo est déjà consacrée à la question. Enfin, une distinction importante à connaître est celle qui oppose les actes juridiques aux faits juridiques. Un acte juridique, c'est une manifestation de volonté qui est destinée à créer des effets de droit. En fait, une personne va faire un acte parce qu'elle recherche des effets juridiques. Ainsi, par exemple, le contrat de vente, c'est un acte juridique. Parce que la personne qui veut vendre sa maison, elle veut en récupérer de l'argent. Elle va donc passer un contrat pour obtenir ses effets. Pareillement, le testament, c'est un acte juridique. Lorsqu'une personne rédige un testament, c'est pour transmettre ses biens à telle ou telle personne. Elle va donc manifester sa volonté en rédigeant un testament pour rechercher un effet particulier, l'effet de transférer les biens à la personne qu'elle aura choisie. Le fait juridique, eh bien, c'est tout événement auquel la loi attache des conséquences juridiques. Donc le fait juridique, c'est un événement. Ainsi, par exemple, la naissance, qui est un événement, c'est un fait juridique. Et d'ailleurs, on ne choisit pas vraiment quand est-ce qu'on est. La naissance, qui est donc un fait juridique, elle va entraîner des effets juridiques. Lorsqu'on est, on a la personnalité juridique, c'est-à-dire qu'on est apte à avoir des droits et des obligations. Et de la même manière, si vous faites un accident et que vous blessez quelqu'un en voiture, il y a là encore un fait juridique. Cela va engager votre responsabilité civile et vous devrez ensuite en assumer les conséquences juridiques, et notamment réparer le dommage qui a été causé. L'intérêt de cette distinction entre fait juridique et acte juridique concerne la question de la preuve. Lorsque vous avez un procès et que vous devez prouver telle ou telle chose, ce ne sont pas les mêmes règles qui s'appliquent selon qu'il s'agit de prouver un fait juridique ou un acte juridique. En effet, les faits juridiques se prouvent de manière libre par quelque moyen que l'on veut, par un écrit, par un serment, par témoin. En revanche, les actes juridiques, eux, obéissent à des règles particulières. Ainsi, par exemple, si vous voulez prouver un contrat, le contrat qui est un acte juridique, on devra généralement prouver en apportant la preuve d'un écrit. Voilà les amigos, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. Abonnez-vous à la chaîne pour être informé des nouvelles vidéos, n'hésitez pas non plus à me lâcher un gros pouce bleu. Puis j'espère qu'on va se revoir très très vite. Allez, ciao, bye bye les amigos.